C'est Bernard Bachelier qui va vous donner la parole en vous présentant chacun. On va commencer par ma voisine. On va vous écouter, chacun nous raconter votre métier. Comment est-ce que vous trouvez moyen de concilier l'agriculture et le numérique? Et puis à la fin de votre petit exposé, je suis sûr qu'avec Bernard, on aura des questions à vous poser. Alors Bernard, est-ce que vous pouvez me parler de ma voisine? Mais merci Olivier. Oui, Anne-Claire Boucher. Anne-Claire Boucher, elle est technicienne agricole à Terre-Novéo. Et en fait, elle va parler justement d'exemples. Je pense que c'est important dans cette table ronde qu'on ait des exemples concrets et des expériences précises. Elle va parler de la façon dont Terre-Novéo, c'est un négociant qui fournit des agriculteurs et qui aide les agriculteurs à améliorer leur productivité, voilà. Et là, elle va nous donner des exemples sur les outils, disons, entre robots et données, permettant de mieux gérer la fertilisation, notamment par les drones et des capteurs. Merci. Je vous ai donné le micro numéro 5 et pendant que vous commencez à parler, on va voir quelques images pour rendre tout ça plus parlant, très concret de ce à quoi ressemble votre métier. On vous écoute. Donc en fait, le métier actuel des agriculteurs est vraiment soumis à de nombreuses contraintes réglementaires, notamment sur l'usage des pesticides et aussi l'usage de l'engrais. Et donc face à ces contraintes réglementaires, ils vont devoir de plus en plus utiliser des outils pour se justifier des apports, parce que le but du jeu vraiment en agricole, c'est de continuer à produire de la qualité, tout en essayant de réduire du coup les impacts négatifs sur l'environnement, donc réduire les phytos et les engrais. Donc je ne sais pas si on peut mettre la... Bon, on est en train de la voir, c'est quoi ce drone alors? Donc en fait c'est le drone, donc c'est la société Airinov qui donc fait voler des drones et capte des images. Toutes ces images sont modélisées, passent dans un ordinateur avec un traitement de données et on est capable du coup de capter la biomasse de la culture et aussi la couleur, et ainsi on peut savoir l'azote qu'il faut apporter, donc mettre vraiment l'azote au bon endroit, au bon moment et à la bonne dose surtout. Très concrètement, ça sert à produire plus et aussi à ne pas mettre trop ou pas voilà. assez d'engrais. Voilà, parce qu'en fait si on met vraiment trop d'azote, il y a beaucoup plus de lixiviation, enfin il y a beaucoup plus d'azote qui va dans les eaux souterraines par exemple, et là c'est mauvais pour l'environnement. Du coup là on apporte vraiment la bonne dose au bon endroit et on réduit du coup l'impact sur l'environnement. Donc nous, chez Terre-Novéo, on a cet outil-là qui s'appelle donc le drone Airinov, mais on a aussi le N-Sensor. Donc en fait, c'est un appareil, c'est des capteurs qui sont posés sur le toit du tracteur. Juste derrière le tracteur, il y a un épandeur d'engrais, et les capteurs vont capter la biomasse et la couleur de la végétation pour pouvoir apporter, pareil, la bonne dose au bon endroit. Donc les agriculteurs sont quand même friands de tout ce genre d'outils technologiques parce qu'ils ont conscience que l'agriculture d'hier ne sera plus la même que l'agriculture de demain. Et donc on pense toujours que l'agricole est en retrait par rapport aux autres évolutions, alors qu'en fait ils évoluent énormément. Et les agriculteurs ont envie aussi d'évoluer, sont beaucoup à l'écoute de ce genre d'outils et de ce genre de technologies. Et c'est à nous de leur apporter des solutions en réalité. Alors des questions bêtes, hein. Désolé, c'est ma spécialité. Ça marche sur n'importe quel tracteur, sur ceux de Loïc comme sur ceux des concurrents, ou alors il faut avoir du matériel dernier cri? Donc le tracteur, c'est pas un souci. Par contre, l'épandeur derrière, oui, c'est un épandeur nouvelle génération, avec la pesée embarquée, avec la coupure de tronçon aussi, donc c'est pour pouvoir moduler la dose. Et voilà. Et les drones en agriculture, donc c'est pas de la science-fiction, c'est un système qui est opérationnel aujourd'hui. Oui. Est-ce que c'est un tout petit, est-ce que vous êtes des pionniers ou est-ce que ça commence à se généraliser? Donc en fait, la société Airinov, ils ont fait 100 000 hectares donc en 2014-2015. Nous, on en a fait 3000 dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, donc c'est déjà pas mal. Et je pense ça va vraiment croître. Oui, la question que je voulais poser, c'est quel est le circuit des données? Donc en fait, nous on géolocalise les parcelles, on envoie ça à Airinov. Airinov fait voler son drone avec son capteur qui est breveté. Toute la chaîne de traitement, elle est brevetée aussi Airinov. Donc ils ont développé leur capteur avec l'INRA. Ils prennent donc les photos. Ensuite, ça passe dans leur chaîne de traitement. Donc nous, on n'a pas accès, on ne sait pas du tout les modèles, les algorithmes, etc. On n'est pas au courant, on ne sait pas. Et suite à ce traitement, ils nous livrent une carte qui nous dit, bon bah là il y a tant de biomasse, de colza par exemple,
ça signifie qu'il faut apporter tant d'azote. Et alors, est-ce que vous savez qui paye quoi? Il y a des transferts, il y a des flux financiers en parallèle des flux de données, c'est-à-dire que vous payez, les agriculteurs ont un abonnement, vous payez vous-même, Ternoveo paye à votre fournisseur. Voilà, nous on paye à notre fournisseur qui est Airinov, mais après les agriculteurs nous payent à nous, Ternoveo, le service, quoi. Mais nous on paye juste à Airinov. Airinov traite toutes les données, fait les vols, enfin il n'y a pas d'autre interlocuteur. Donc il y a bien un circuit financier qui sera en parallèle, qui s'est greffé sur un nouveau produit qui est un produit de service, oui. Élaboré à partir de données. Oui. J'insiste beaucoup sur cette compréhension de ce qui est en train de se passer dans le monde agricole, qui est nouveau. Voilà. On a des caméras qui sont à côté de la tente agricole, donc, les magnifiques tracteurs de Loïc. Ils sont précis parce qu'ils ont réussi à s'installer sans écraser les parterres de fleurs. Moi, c'est ça qui m'a impressionné. C'est de la haute technologie. On va passer, merci beaucoup Anne-Claire, on va passer à votre voisin Yann Martin, et c'est Bernard qui va nous le présenter. Alors Yann Martin, il est justement un agriculteur, donc c'est ça qui nous intéresse en parallèle ou en miroir de ce qui vient d'être dit. Il est administrateur de la coopérative à Coliance, coopérative qui est diffusée largement implanté dans le coin. Lui-même, il a une ferme à Barézy-aux-Abois, donc pas loin d'ici. Barézy-aux-Bois, oui. Voilà. Et il a deux choses. Il utilise, alors il va nous raconter comment il utilise des technologies, les mêmes ou d'autres, de celles qu'on vient de voir. Oui. Et puis, il est aussi sur des réseaux sociaux. Et on lui posera des questions sur pourquoi un agriculteur se met sur des réseaux sociaux, en dehors de son plaisir d'être sur des réseaux sociaux. Là, c'est l'aspect professionnel qui nous intéresse. D'accord, donc voilà, donc je suis utilisateur depuis une bonne dizaine d'années de solutions de guidage. Donc j'ai commencé par du guidage tout simple pour éviter d'avoir à reporter les champs avec une petite roulette. Et après ça, l'étape suivante que j'ai eue, c'était de brancher cette solution de guidage-là sur mon pulvérisateur pour faire de la coupure de tronçon, c'est-à-dire pour pulvériser vraiment au plus juste de la culture et éviter justement les recouvrements, les doublements de pesticides, justement une mesure économique et pour l'environnement. Et par la suite, les systèmes d'autoguidage s'étant développés, il y a 5 ans, j'ai franchi le cap, j'ai équipé 2 tracteurs avec des solutions d'autoguidage et je me suis lancé dans des systèmes de modulation de dose, comme ma voisine vous l'a expliqué. Donc je n'utilise pas les drones Airinov, moi j'utilise de l'imagerie par satellite. Donc des cartes FarmStar pour moduler mes apports d'azote au plus juste sur des céréales et sur du colza. Et donc j'utilise un épandeur qui est capable de moduler la dose qui est donnée par la carte FarmStar que j'ai incluse dans mon terminal de guidage et qui positionne le tracteur et la dose à appliquer à cet endroit-là. Alors est-ce que en quoi ça vous simplifie le travail? Alors, ça me simplifie le travail à plusieurs niveaux. Déjà, les systèmes de guidage, c'est déjà beaucoup plus précis, surtout quand on est dans des terrains en pente. On évite tout ce qui est dérive, tout recroisement de travail, tout recroisement de traitement inutile. C'est de la fatigue en moins. Et après, en termes de traçabilité, en termes d'environnement, en termes économiques, on apporte la dose juste au bon endroit. Donc pour ce qui est réglementaire, pour ce qui est image vis-à-vis du grand public, on a tout bon en utilisant ces nouvelles technologies. Et alors, est-ce que vous estimez que ce que ça vous coûte, c'est marginal ou c'est important? Vous en dégagez une valeur ajoutée bien supérieure au coût? Comment vous raisonnez l'aspect un peu économique, quoi? Alors l'aspect économique, le passage à l'autoguidage n'a pu se faire que parce que je ne travaille pas tout seul, je fais de la prestation de service pour un voisin, je travaille aussi en entraide avec un cousin, donc je travaille une très grande surface et donc je peux l'amortir sur une très grande surface. Et donc passer ce cap critique de surface utilisée, oui, ça devient rentable en 5 ou 6 ans, c'est amorti. D'accord.
Alors, juste une petite question que je vous pose oui. à vous deux. Vous êtes un agriculteur à la pointe, vous avez raconté que vous travaillez pour d'autres, avec des clients importants. Est-ce qu'on n'a pas un début de fracture numérique agricole entre des agriculteurs qui sont à la pointe de tout comme vous et qui arrivent à concevoir l'intégration de ce matériel dernier cri pour leur exploitation et d'autres qui ne l'utilisent pas, ou est-ce que finalement, tout simplement, certains agriculteurs ont un intérêt immédiat à intégrer les toutes dernières technologies et d'autres peuvent continuer à travailler de manière plus traditionnelle, ou est-ce que voilà, ça va arriver pour tout le monde? Non, je ne pense pas qu'il y ait de fracture numérique, parce que j'ai vu la surface, j'ai pu m'équiper en propre. Par contre, ma voisine me disait que chez Ternovéo, ils faisaient de la prestation d'épandage pour les gens qui n'avaient pas les moyens de s'équiper en propre. Donc de toute manière, la fracture n'existera pas, puisqu'il y aura des solutions soit en propre, soit via les distributeurs, ou soit via les entrepreneurs de toute manière. Alors, vous êtes administrateur de la coopérative, oui. et par rapport à mon exposé d'introduction, j'ai envie de vous poser la question, quelle est la stratégie, quelle est la prise de conscience, et quelle est la stratégie de votre coopérative par rapport à cette question? Est-ce que vous pouvez... Il y a des aspects concurrentiels, vous ne pouvez peut-être pas tout nous dire, mais oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la stratégie de la coopérative sur cette question? C'est-à-dire recrutement, programme d'action, compétences, soutien de start-up, je ne sais pas, enfin tout. Alors la stratégie de la coopérative à ce niveau-là, on a été un des pionniers de la distribution de Farmstar, donc ces fameuses cartes de modulation de dose via satellite que l'on distribue à nos agriculteurs. On a mis en place d'autres outils d'aide à la décision basés sur des modèles développés par Arvalis et Bayer pour tout ce qui est protection fongicide des céréales, pour optimiser la protection fongicide, donc une meilleure protection à un meilleur coût et avec le moins de produits possible. Donc en fait, tout ce qui est outils d'aide à la décision qui vont dans le sens de l'amélioration de revenus de nos adhérents nous intéresse. Nous travaillons dessus, nous les testons et nous les distribuons si nous les jugeons nécessaires. Est-ce que vous avez peur que ça génère des dépendances par rapport à ces fournisseurs de logiciels ou de données? De dépendance, je dirais non, pas spécialement, parce qu'on a besoin d'eux justement, parce qu'on n'a pas les moyens en propre de développer et de développer ce genre d'outils, mais ils ont besoin de nous, qui sommes le relais sur le terrain, pour distribuer et promouvoir ce genre d'outils. Et vous n'avez pas peur que les données soient piquées par d'autres ou utilisées par d'autres? En termes de données, nos données sont pour le moment utilisées en interne par le service agronomie. Nous ne divulguons aucune donnée n'est divulguée à l'extérieur. Par contre, on se pose sérieusement la question de pouvoir monnayer ces données, histoire de pouvoir trouver une autre source de revenus pour nos agriculteurs. Alors, juste encore quelques questions à Yann Martin, mais sur l'autre aspect qui est réseaux sociaux. Alors, vous êtes sur Twitter. Oui. Bon, alors, toute la salle est sur Twitter, mais pour des raisons perso, politiques, et vous y êtes, j'imagine, pour des questions professionnelles, et dans quel objectif, quoi, professionnel? Alors, Twitter, j'y suis vraiment arrivé, mais par hasard. J'ai suivi bêtement des amis qui m'ont dit « Ah bah c'est bien, c'est une bonne source d'information ». Et j'ai commencé un peu à communiquer mon quotidien via quelques photos, et je me suis aperçu que ça intéressait du monde. Et donc de là, j'ai commencé à parler de mon métier, à débattre sur Twitter. C'est là où j'ai fait de belles rencontres. D'ailleurs, dans la salle, on a le premier agriculteur connecté de France qui s'appelle Hervé Pillot, que j'ai eu Il va nous rejoindre dans quelques minutes. On entendra tout à l'heure. Oui. Et donc ça me sert à exposer ce que je fais, ça sert à débattre, et ça sert aussi à échanger avec d'autres collègues agriculteurs de France, et puis même d'autres francophones. Il y a une communauté québécoise très importante. Et il y a une promotion, c'est entre agriculteurs, où il y a un impact sur la société pour défendre l'image de l'agriculture, qui n'est pas toujours si bien appréciée qu'on pourrait le souhaiter. Alors ça c'est très difficile
parce que les autres groupes de pression sont également sur Twitter et ont des moyens bien plus importants que nous. D'accord. Merci beaucoup. On va passer à votre voisin, si vous pouvez lui donner votre micro. C'est Patrice Karkov de Tereos, et c'est vous, Bertrand, qui allez nous le présenter. Merci Olivier. Patrice Karkov, donc, vous êtes ingénieur agricole, vous travaillez chez Tereos, service agronomique, et alors, j'avais oublié de dire que Yann Martin cultive à la fois des céréales et des betteraves, mais sa coopérative elle est plutôt spécialisée dans les céréales. Voilà, il me semble que dans l'Aisne, il y a un peu de betteraves, c'est comme ça. Voilà, et donc, vous êtes un des très grands groupes coopératifs, en fait, français, qui a même réussi à l'international, en plus, un des grands groupes qui a investi à l'étranger, donc j'en profite pour faire un peu la promo de Tereos, parce que c'est quand même une des réussites du secteur coopératif, et une des réussites du secteur coopératif qui est partie de cette région. Bon, alors chapeau, mais là on va revenir sur vos propres activités, donc évidemment on vous pose les mêmes questions. Dans votre pratique quotidienne, qu'est-ce que vous faites vis-à-vis des agriculteurs avec les nouvelles technologies? Alors nous, si vous voulez, au service agronomique, notre rôle, bien sûr, c'est de rechercher le maximum de productivité pour la culture, et donc on recherche en permanence à améliorer les rendements. Donc en termes d'expérimentation, nous avons environ 7000 micro-parcelles d'expérimentation réparties sur la France betteravière, 7000 micro-parcelles de 3 rangs de betteraves sur 7 mètres de long. Et sur ces parcelles, nous avons un certain nombre de mesures à faire, donc ça représente du travail. Jusqu'à aujourd'hui, les notations se faisaient de façon visuelle par des comptages réalisés par nous-mêmes. On sait très bien, par exemple pour le cas de la betterave, si vous voulez, qu'il est très important d'avoir une levée très rapide et homogène des graines que nous avons semées. Donc nous réalisons des comptages à différents stades, et nous avons pensé l'an dernier, en montant un partenariat avec Vulcadrone, qu'il y avait un moyen de faire des comptages de façon automatisée à partir de photos réalisées par drone. Donc pour nous, c'était une première étape. La seconde chose, toujours par rapport au rendement de la betterave, c'est important d'évaluer la vitesse de couverture du sol, c'est-à-dire le moment où le bouquet foliaire va intercepter le maximum de lumière. Ça va avoir un impact direct sur le rendement. Jusqu'à aujourd'hui, nous le faisons de façon humaine, visuelle, donc avec une observation qui reste toujours un peu subjective. L'idée qui nous est venue en partenariat avec Vulcadrone, c'était de développer un système à partir de photos prises par drone et de mesurer la surface foliaire, je dirais, vue du ciel, pour chaque micro-parcelle. Donc je ne parle pas à une échelle de culture, de champ, je parle à l'échelle de micro-parcelles de 10 mètres carrés. Et ça nous fournit depuis 2 ans des résultats assez intéressants que nous allons poursuivre avec Vulcadrone. Alors ça, c'est un exemple. Mais des exemples, il en existe, enfin on peut en imaginer beaucoup, hein, comme pour les autres cultures, on parlait pour le blé. Pour la betterave, on pourrait imaginer avoir des moyens, des capteurs qui puissent nous indiquer l'alimentation en minéraux, par exemple, de la culture, l'évolution de certaines maladies, on peut imaginer beaucoup de choses. Au jour d'aujourd'hui, ce qui nous manque sont des capteurs vraiment fiables, et puis tous les algorithmes, et je dirais la matière grise d'interprétation derrière ces mesures. Alors, qu'on comprenne bien, là, vous êtes dans un dispositif expérimental. C'est expérimental, oui. Tereos fait aussi du conseil, et vous, ce que vous venez de nous décrire, c'est le côté amont du conseil. Oui, c'est côté amont, pour l'instant. Bon, et est-ce que quelles conséquences ça a, pour l'instant, dans vos préconisations, quelles conséquences ça a sur les quantités d'engrais, sur les traitements ou sur les variétés? Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, par rapport à l'utilisation des drones, on va dire qu'il n'y a pas de conséquences encore visibles. On en est encore au stade de la R&D, de la recherche, de l'élaboration du système. Après, là encore, on imagine d'autres façons de faire. Par exemple, les campagnes betteravières vont s'allonger dans les années qui viennent. On va avoir des campagnes de plus en plus longues, donc des betteraves qui vont être stockées au champ plus longtemps, entre la récolte et le travail en usine. Ça induit forcément des difficultés de conservation. On imagine aujourd'hui, par exemple avec des drones, mais ça pourrait être avec d'autres moyens, de pouvoir survoler nos silos, éventuellement mesurer par des capteurs thermiques ou d'autres capteurs
l'évolution de la conservation des betteraves dans les silos de façon à optimiser l'approvisionnement de l'usine. Ça peut être une autre voie, mais là encore, on est toujours au stade, je dirais, réflexion, recherche. Ceci dit, pour la betterave, il y a des enjeux fondamentaux, puisque les règlements européens vont évoluer, et la betterave va être soumise de plus en plus à la concurrence internationale. Et donc, il faut que vous gagniez en productivité. Donc, c'est très important que vous ayez ces investissements. C'est impératif. D'autant qu'on ne vous facilite pas totalement les choses sur l'amélioration variétale comme on devrait le faire. Voilà. Alors, je peux citer un autre exemple qui, oui. Chez nos homologues au Brésil, hein, pour la canne à sucre, les drones, par exemple, sont utilisés pour évaluer le peuplement des cultures, parce que vous savez que la canne à sucre, c'est relativement haut, donc pour évaluer la densité de population, de végétation dans les champs, c'est difficile. Et donc les drones, depuis 1 an ou 2, sont utilisés pour évaluer le peuplement et donc en déduire le rendement prévisionnel des parcelles. Et ça, c'est dans des exploitations Tereos? Oui, mais au Brésil. Oui, au Brésil. Oui. Non, mais je pense que c'est important aussi pour l'assistance de savoir ça. C'est-à-dire que Tereos a investi à l'étranger, au Mozambique, au Brésil en particulier. Et donc, on dépasse le sujet de la table ronde, mais je crois qu'il faut le dire, il y a une exportation d'un savoir-faire français. Et donc, toute l'amélioration de ce savoir-faire français, même s'il s'applique à la canne à sucre et pas seulement à la betterave, eh bien, il aura une valeur ajoutée si en plus vous avez un pilotage plus précis. Tout ça en fait partie. C'est un ensemble, et c'est un ensemble de compétitivité. J'ai une dernière question pour Patrice, c'est une grande question, je ne sais pas trop comment répondre à ça, mais je vous la pose quand même. Quand on vous entend parler, je pense que pour 98% des Français, on n'imagine pas le nombre de technologies qui sont mises en œuvre, utilisées, et puis quand on voit ce qui va arriver, ça donne le vertige autour du colza, des betteraves. Est-ce que finalement aujourd'hui le métier d'agriculteur n'a pas complètement changé? C'est très positif parce qu'il y a moins de pénibilité, on va voir votre image changer, c'est un métier beaucoup plus technologique. Après, on va aussi avoir des esprits chagrins qui vont nous dire ils sont en train de perdre le rapport à la terre, le rapport aux plantes. Quel regard vous portez là-dessus? Est-ce que c'est un autre métier? Moi, je crois qu'il ne faut pas en avoir peur, parce que si on reprend l'histoire, ça a toujours été le cas. Je suppose que quand on est passé, alors moi j'ai pas connu évidemment, mais quand on est passé du cheval au tracteur, on a dû avoir les mêmes réflexions. Et puis ça a été un peu, je dirais, au fil des années, toujours le cas. Donc pour moi, il faut le prendre avec optimisme, il ne faut pas du tout se craindre des conséquences et de la perte du rapport à la terre. Il existera toujours, parce que ça reste le métier de base de l'agriculteur. Mais il évolue comme on évolue, je dirais, dans tous les secteurs. C'est l'évolution de l'humanité, comme ça. Vous avez parlé du tracteur, c'est ce qui a fait le succès de votre voisin. Loïc Lepoivre, on va passer à vous. Et Bernard, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Loïc? Oui, alors Loïc Lepoivre, il a des transparents, il va nous les présenter. Il représente John Deere, et j'ai déjà entendu faire sa présentation, et je lui ai demandé de faire une présentation qui justement illustre par une entreprise, un grand fournisseur des agriculteurs de matériel, ce passage de la robotique et de l'automatisation aux données. Il faut qu'on dise que dans les fournisseurs, aujourd'hui, John Deere est un des plus avancés dans ses propositions à destination des agriculteurs et dans la façon de les raisonner. Voilà. Donc je pense qu'on va lui donner la parole et on pourra l'interroger après. Voilà, parce que c'est très important, ça fait un peu la transition avec la deuxième table ronde, qu'on voit bien comment une entreprise, à partir de ses enjeux commerciaux, puisqu'elle veut vendre du matériel, elle raisonne au fond le couplage entre le matériel et le service. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais utiliser une présentation qui est derrière moi et pour vous parler un petit peu de l'évolution de l'agriculture de précision vue par John Deere. Donc chez nous, on considère que l'agriculture de précision, c'est 3 grandes périodes. Donc la première période, c'est l'ère de l'autoguidage. Donc ici, on est en train de parler un peu de robotique, mais je dirais dans l'agriculture, ça fait longtemps que nos tracteurs sont autoguidés, puisque les premiers tracteurs ont été autoguidés en 2002. Donc c'est pas quelque chose de nouveau dans l'agricole. La deuxième période, qui est
que j'estime arriver aux alentours de 2006, c'est l'arrivée de l'agriculture de précision. Donc là, on entendait parler tout à l'heure de FarmStar, des drones, mais dès 2006, nous, en tant que constructeurs, on a été en mesure de prendre justement ces fameuses préconisations et de faire en sorte qu'on les applique dans le champ. Donc c'est l'ère de l'agriculture de précision. Donc on est à peu près dans cette ère actuellement. Et là, depuis, on va dire 2 ou 3 ans, on est passé sur une autre période, c'est l'ère du tout connecté. Vous allez voir un petit peu plus tard dans cette présentation, mais on a relié nos machines ensemble et on a connecté nos machines, donc nos machines commencent à produire des données, donc c'est une partie du thème de cette discussion, et on va voir un petit peu ce qu'on fait de ces données. Donc juste pour revenir un petit peu sur l'autoguidage, alors l'autoguidage c'est quoi? C'est la possibilité au tracteur de se conduire tout seul. Donc aujourd'hui, en raison de la législation, il faut toujours un chauffeur, mais je dirais que le tracteur est capable de faire demi-tour tout seul maintenant. On est capable de guider l'outil derrière le tracteur, on est capable d'auto-guider la machine. Donc ça, c'est l'ère de l'autoguidage. Pourquoi je dis que c'est le domaine du passé? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment une option en base sur les tracteurs aujourd'hui. Alors la deuxième période, c'est 2006, je disais tout à l'heure, hein, c'est l'ère de l'agriculture de précision, de la modulation intraparcellaire. Donc John Deere a développé une console qui est capable de récupérer ces données et connecter un épandeur à engrais par exemple, de moduler en intraparcellaire. Donc c'est la deuxième période. Et là on arrive à la troisième période, donc la période de, je dirais, du tout connecté. Donc les challenges aujourd'hui avec le tout connecté, c'est-à-dire qu'on envoie beaucoup de données sur un serveur. On voit bien que les machines sont de plus en plus performantes, donc il faut qu'on optimise la logistique, il faut qu'on optimise les machines. Ça ne sert à rien d'acheter une machine très performante si cette machine elle est mal réglée, si elle reste longtemps au bout du champ pour la paramétrer. Donc c'est ce que j'appelle l'optimisation des machines. C'est aussi, ces machines vont produire de la donnée, donc le point d'interrogation c'est mais qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données-là? Donc ça c'est vraiment les enjeux d'aujourd'hui. Et enfin, la logistique, donc ici c'est pas une région d'élevage, pas tellement, mais aujourd'hui quand on est avec une ensileuse, être sûr que les bennes vont arriver au bon moment. Je le disais tout à l'heure, ça sert à rien d'avoir une ensileuse très performante si elle doit rester 10 minutes, un quart d'heure arrêtée dans le bout du champ. Donc la problématique de la logistique est vraiment une problématique aussi importante. Donc ça c'est les 3 enjeux sur lesquels on travaille. Alors comment on va essayer d'apporter une solution à ces enjeux-là? En fait, c'est via un produit chez nous qui s'appelle JD-Link. Donc, je disais tout à l'heure que c'est la connexion des machines. Donc, on va mettre un système sur la machine avec une carte SIM. Ce boîtier électronique va prendre toutes les données sur la machine et va les envoyer sur un serveur. Donc, pour vous donner un ordre d'idée d'où on en est aujourd'hui, voilà, ça c'est à peu près une carte d'Europe en 2011. Donc, vous voyez, il y a très peu de points rouges, donc très peu de machines connectées en 2011. Ça, c'est la carte en 2014. Donc tous ces points-là représentent le fait qu'un tracteur, une moissonneuse-batteuse, une ensileuse est connecté à un serveur. Donc ça veut dire qu'il est capable de prendre des données sur la machine et l'envoyer sur un serveur. Alors pour imager un petit peu ce serveur, hein, qui s'appelle chez nous My John Deere, donc c'est un cloud où toutes ces données sont recueillies. Je vous propose de passer une petite vidéo qui est très explicite. Donc My John Deere, c'est un site internet donc, qui est consultable de n'importe quel outil, tablette, ordinateur, smartphone. Donc on peut voir la météo, on peut voir ce qu'on appelle les historiques de parcelles, où est-ce qu'on est passé dans les champs. Et ça en instantané. C'est-à-dire qu'à tout moment, le client peut voir ce qui se passe. Donc vous voyez là, on a 2 machines qui communiquent ensemble. Il faut savoir que la moissonneuse-batteuse pilote le tracteur, donc le chauffeur dans le tracteur ne fait rien. Donc on voit ici les données de rendement. Ça n'est pas uniquement que pour John Deere, c'est-à-dire qu'il y a d'autres machines qui peuvent produire de la donnée et ces données peuvent arriver sur le site. Donc c'est pas rien, mais c'est un site qui est gratuit pour les agriculteurs. Donc je le disais, on peut se connecter avec n'importe quel type d'outil. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le site My John Deere. Donc comme vous pouvez le voir, toutes les données produites par ces machines, je parlais tout à l'heure de challenge, se remontent sur ce site My John Deere. Donc ce site My John Deere appartient au client.
et le client peut y accéder comme il veut pour commencer à gérer toutes ces parcelles. Alors, ce que vous voyez, c'est les données. Je vais juste finir ma présentation avec un dernier exemple, ce qu'on peut faire avec toutes ces données. Donc là, ce que vous avez à l'écran, c'est en fait 3 exemples. Donc en haut, à droite, vous avez une moissonneuse-batteuse avec un tracteur et 2 remorques. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le tracteur est commandé par la moissonneuse-batteuse. Alors, pourquoi faire? Je parle tout à l'heure d'optimisation dans les parcelles. C'est un exemple, c'est-à-dire que c'est le chauffeur de la moissonneuse-batteuse qui va dire au tracteur d'avancer reculer de manière à optimiser le remplissage des bennes sans en mettre partout. Aussi, on a des largeurs de coupe de plus en plus importantes, donc des fois, c'est pas toujours évident pour les chauffeurs de tracteur de se positionner idéalement près de la moissonneuse-batteuse. Donc, c'est le chauffeur de la moissonneuse-batteuse qui prend la main. Donc, on parle un peu de robotique ici, mais on est tout à fait dans ce domaine. Le deuxième exemple, c'est les lignes bleues que vous voyez. En fait, aujourd'hui, on commence à mettre plusieurs machines dans le même champ. On parlait tout à l'heure de coupure de section. Mais en fait, quand il y a 2 machines dans le même champ, comment on fait pour couper les sections au bon endroit? Et en fait, les machines étant connectées les unes avec les autres, en passant par le site, en fait, on va partager les zones travaillées. Comme ça, quel que soit l'endroit où on se trouve dans la parcelle, les chauffeurs des machines, ou voire même les machines, puisque maintenant, avec l'autoguidage, ils se conduisent toutes seules, avec la coupure de section, c'est automatique, on pourra couper les sections. Donc ça, c'est du partage de données de machine à machine dans un même champ. Et vous voyez la photo de l'écran du chauffeur, hein, il retrouve bien différentes couleurs. Donc voilà, ça c'est un exemple concret de ce qu'on fait avec les données, en plus de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la modulation intraparcellaire et la gestion parcellaire de son exploitation. Voilà un petit peu la vision de John Deere et vers où on tend. C'est vraiment bluffant, hein, ça ressemble à un jeu vidéo, votre truc. Est-ce que c'est compliqué de l'utiliser? Est-ce que avec le package tracteur, cloud, il y a aussi une formation? Parce que j'imagine que c'est des outils qu'on n'utilise pas en 2 secondes. J'en ai pas parlé dans cette présentation-là en raison du temps, mais on a une stratégie qui s'appelle FarmSite chez nous, qui est vraiment intégrée dans ce triptyque qui est le concessionnaire, puisque le concessionnaire, c'est lui qui est proche. Donc les gens des concessions sont formés pour justement être au plus proche des utilisateurs et être sûr que la formation est donnée et qu'ils puissent vraiment utiliser toute cette nouvelle technologie. Et concrètement, il faut beaucoup de temps pour apprivoiser ces outils ou finalement ils ont été conçus justement pour que... C'est quoi, quelques jours de formation? Comment ça marche? C'est aujourd'hui à la mise en route, c'est 2 ou 3 jours de formation. Ce que je ne montre pas non plus là-dessus, c'est que chez vous, aujourd'hui, quand vous avez un problème Internet, il y a des opérateurs qui sont loin, qui prennent la main sur vos ordinateurs. On peut également le faire, c'est-à-dire que comme les machines sont connectées, le concessionnaire, si à un moment le client est un petit peu perdu, il a reçu une carte de préconisation par exemple, il n'arrive pas à tout paramétrer, le concessionnaire de la concession peut visualiser l'écran du chauffeur dans la cabine et dire faut que tu appuies là, faut que tu appuies là, faut que tu appuies là. Donc la formation est importante, mais c'est aussi le suivi, parce que les clients doivent passer d'une machine à une autre, c'est pas toujours évident de se mémorer toutes ces consoles. Donc par ce moyen de prendre la main sur les consoles à distance, ça permet vraiment d'optimiser. C'est toujours le même mot, optimiser pour réduire les temps d'arrêt des machines dans les champs. Moi, j'en étais resté à John Deere fait des tracteurs, certes des tracteurs super high-tech, mais j'avais pas toute cette vision cloud. Est-ce que ces systèmes-là, c'est conçu chez John Deere avec des ingénieurs réseau, des spécialistes qui conçoivent tous ces systèmes? Ou alors est-ce que vous avez des Salesforce, des IBM, des Orange qui inventent pour vous ces systèmes et que vous utilisez en marque blanche sous la marque John Deere? Ou est-ce que tout est fait chez John Deere? Ou est-ce que c'est un secret? Non, il n'y a aucun secret. Une fois de plus, c'était dans ma présentation, j'ai retiré 2-3 diapositives. L'agriculture de précision chez nous s'appelle ISG, et ISG représente ces 1000 ingénieurs qui travaillent sur ce dossier-là, parce qu'on est convaincu que la machine en elle-même, c'est une chose, donc embarquer de la technologie dans la machine, c'est une chose, mais apporter des solutions à nos clients donne une vraie valeur ajoutée à la machine. Donc c'est pour ça que depuis 1996, c'est pas nouveau, depuis 1996, on a vraiment un département qui ne fait que ça, développer des solutions pour en fait ce qu'on appelle chez nous les plateformes, c'est-à-dire les tracteurs, les moissonneuses, batteuses, les ensileuses et toutes les machines du groupe. Donc c'est environ 1000 personnes qui travaillent sur ce sujet-là, donc on développe tout nous-mêmes. Donc quand j'achète une machine chez vous, un tracteur, je paye le hardware, mais je paye aussi tous ces ingénieurs réseau, toute cette hotline agricole qui va m'accompagner, qui va accompagner la vie de ma machine pendant des années. Exactement. Vous avez des questions bonus, Bernard? Oui, j'ai une question qui vient toujours à l'esprit, notamment à cause du portail.
Parce que dès lors que John Deere a une masse d'informations, a une masse de données, qu'est-ce qui nous garantit qu'ils disent qu'on peut mettre sur le portail des données et que ces données, elles restent uniquement sur le portail pour l'agriculteur. C'est un peu comme pour Michel Décède. Quand j'arrive chez John Deere, vous allez savoir que j'ai parlé d'un de vos tracteurs sur les réseaux sociaux. C'est pas qu'on a mauvais esprit, mais on peut se dire qu'est-ce qui nous garantit que les données ne sont pas utilisées à d'autres fins, notamment commerciales, etc., par John Deere. La question est légitime, hein. On a régulièrement cette question au sein de John Deere. Une fois de plus, notre corps de métier, c'est fabriquer des machines. On est un industriel, on fabrique des machines pour le monde agricole. Et quand on a développé My John Deere, c'est vraiment offrir une solution au client. Nous, on n'utilise pas les données du client. C'est-à-dire que les clients ont ces données, on lui met à disposition un portail, on lui met à disposition d'un outil. Parce qu'au final, s'il utilise proprement cet outil, ça va valoriser nos machines derrière. C'est toujours une histoire de solution. Pour répondre à votre question, les données restent les données du client et John Deere n'y touche pas. Merci. On a une idée du nombre de gens qui sont sur John Deere. C'est délicat parce qu'en fait... Non, je vais vous expliquer. Je vais essayer d'être court, mais vous expliquer pourquoi c'est délicat. C'est parce que My John Deere, en fait, regroupe plein de choses. Aujourd'hui, j'estime que depuis qu'on a lancé My John Deere et depuis que les machines sont connectées, on a aux alentours à peu près 1000 clients aujourd'hui qui commencent à transférer de la donnée. Maintenant, est-ce que tout le monde l'utilise en profondeur? Non, puisque c'est juste le début. Ça fait qu'un an et demi qu'on l'a lancé. Mais les comptes My John Deere, c'est à peu près ça, en France. C'est un bonus, c'est-à-dire que même si j'achète un tracteur dernier cri chez vous, je ne suis pas obligé d'utiliser My John Deere, c'est simplement des services en plus de gestion de... Vous n'êtes pas obligé au même titre que si vous n'êtes pas client de John Deere, ce qui serait une erreur. Vous pouvez utiliser My John Deere, c'est-à-dire que vous créez votre compte et si vous avez un tracteur non John Deere, l'idée, on pense que si c'est qu'une solution vert sur vert, donc John Deere, ça ne marchera pas. Donc on est aussi ouvert à la possibilité d'intégrer des données venant d'autres sources, donc de concurrents, mais aussi directement des gens comme Erinov. Par exemple, Erinov, quand il cartographie, l'idée c'est qu'il puisse renvoyer les données directement sur le site. Comme ça, le client a un seul endroit où il va pouvoir gérer son exploitation. Et c'est un bon argument commercial parce qu'après j'aurais envie d'acheter du John Deere, j'imagine. Exactement. Merci infiniment, merci à tous les quatre. Avant qu'on passe à notre deuxième table ronde agricole, on va maintenant écouter une interview qu'on a faite juste devant sur le stand agricole. Il s'agit d'Olivier Leroy de Fendt qui est juste devant le palais. On l'écoute tout de suite et pendant ce temps on va faire monter nos prochains intervenants. Merci infiniment. Fendt, c'est une société qui est basée en Allemagne, donc plus précisément en Bavière, et donc on produit des machines agricoles, tant des tracteurs comme celui que nous avons là derrière nous, des moissonneuses-batteuses, des ensileuses, et voilà, toute une gamme assez complète. Et pourquoi notre présence au salon de la robot numérique? Tout simplement parce qu'aujourd'hui on a de plus en plus de solutions hautement technologiques qui sont directement intégrées dans nos matériels. Donc celle qui évolue juste derrière nous, c'est une solution d'autoguidage de matériel, c'est-à-dire que l'agriculteur sera à même de s'autoguider de manière très précise avec une précision de l'ordre de 2 à 3 cm entre chaque passage. Et ce tracteur est aussi équipé de systèmes tels que le Section Control qui va permettre en fait de couper les tronçons des pulvérisateurs, donc à la fois pour faire des économies de produits phytosanitaires et aussi pour un impact écologique meilleur. Et ce tracteur aussi, sera aussi prochainement équipé d'un système de modulation de dose intégré. Là, par exemple, ce tracteur qui est derrière nous est équipé d'un système de télégonflage, c'est-à-dire que la pression des pneumatiques va pouvoir s'ajuster en fonction des besoins de traction. Autre chose, ce tracteur est aussi équipé par exemple d'un poste de conduite inversé, c'est-à-dire que là on est malgré tout quand même toujours sur des solutions de technologie qui permettent d'exploiter au maximum le tracteur et de lui offrir une plus grande polyvalence. Ce qui peut révolutionner l'agriculture, donc il y a déjà cette première phase effectivement de système d'autoguidage, de modulation de dose et de coupure de tronçons, et je pense que demain on sera aussi sur des nouvelles motorisations et potentiellement de la motorisation électrique.